Bonjour, je m'appelle Lucille, j'ai 19 ans et lorsque j'avais 13-14 ans, j'ai traversé une période d'anorexie jusqu'à hospitalisation. Dans cette vidéo, je choisis de témoigner sur cette période avec mon amie Charlotte. Moi je m'appelle Charlotte, j'ai 19 ans et j'ai été hospitalisée à l'âge de 13-14 ans à l'hôpital d'Évreux. En s'appuyant sur nos témoignages et nos analyses personnelles, on souhaite apporter plus de clarté aux personnes qui traversent cette période, mais également à leurs proches pour pouvoir mieux les comprendre et les aider. Cette vidéo assez longue est découpée en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va s'intéresser à notre comportement, comment on est tombé dedans, nos habitudes, les signaux qui ont alerté nos proches, puis comment s'est déroulée l'hospitalisation, est-ce que ça nous a aidés et ce qu'on en tire. Et la phase qui pourra sûrement vous être la plus utile, c'est la phase de reconstruction. Comment on a repris goût à la vie, comment on a retrouvé notre vitalité, et est-ce qu'on a encore des séquelles aujourd'hui. On espère vraiment que cette vidéo va vous permettre d'éviter les erreurs qu'on a pu faire et de retrouver goût à la vie le plus vite possible. Et du coup, c'est parti! Charlotte, est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé pour toi? Moi j'ai commencé à perdre du poids grâce à une activité physique très intense et également parce que je réduisais la quantité d'aliments que je mangeais. Et si c'était des légumes, je prenais que des légumes. S'il y avait rien qui me plaisait, je prenais un truc pour pas alerter tout le monde. Pour moi, il était impensable de me mettre à vomir parce que vraiment c'était un acte beaucoup trop violent envers mon corps, même si en soi je lui ai fait du mal en faisant énormément de sport jusqu'à épuisement. Charlotte a mentionné les points qui marquent le début de l'anorexie. C'est que c'est assez progressif au début finalement, on veut juste faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange et faire un petit peu plus de sport. Mais très vite, on rentre dans les extrêmes. On commence à être plus sélectif sur la qualité des aliments, donc on exclut quelques catégories comme les gâteaux, les petites douceurs, même le gras. Également la quantité des aliments qu'on mange. Et en parallèle, on augmente notre dose de sport. Pour ma part, dès que j'avais un temps libre, j'essayais de le combler avec une activité physique. Mais il ne faut pas inquiéter nos proches, puisque après tout, on a la situation sous contrôle. On choisit ce qu'on mange, le sport qu'on fait, et puis les résultats à l'école sont excellents. Donc il n'y a pas de raison d'inquiéter nos parents. C'est pour ça que moi j'essayais vraiment de les rassurer, leur dire que j'avais juste pas très faim, je voulais pas qu'on me force et je leur demandais surtout qu'ils me comprennent. Et le truc c'est que moi mes parents s'en sont pas trop rendus compte puisque je projetais mon déni sur eux. Déjà d'une part j'essayais de m'auto-convaincre que j'allais bien, que ce que je faisais c'était bon pour moi, mais j'étais tout le temps dans le mensonge en fait. C'est-à-dire qu'à table, dès qu'ils avaient le dos tourné, je remettais la nourriture dans le plat, mais eux ils voyaient que l'assiette était finie, donc pour eux pas d'inquiétude. Mais très vite, mon comportement a vraiment changé. Tout a commencé à m'écœurer, donc j'ai vraiment beaucoup moins mangé. J'étais beaucoup plus triste, j'avais perdu ma vitalité, je devenais plus exécrable et j'étais vraiment tout le temps grincheuse. Je refusais toute source de plaisir. J'ai vraiment coupé les relations avec mes amis. En fait, il y avait vraiment ce rejet de l'autre et de toute source de plaisir. Charlotte, est-ce que tu as relevé des traits de caractère inhabituels chez toi? Pendant que j'étais anorexique, mes traits de caractère avaient beaucoup changé. J'étais beaucoup plus irritable et beaucoup plus distante avec ma famille, mes proches et tout le monde en général. J'étais un peu intolérante aux câlins, je supportais plus qu'on me touche. C'était vraiment un signal d'alarme ça pour ma mère parce que j'étais plutôt câline avant et il y a eu une période où j'étais vraiment intouchable quoi. Je faisais énormément de cuisine et j'avais un intérêt démesuré pour la nutrition et la cuisine en général. Après, il y a des signaux plus physiologiques qui sont vraiment révélateurs. J'avais tout le temps froid et pour me protéger, mon corps, il avait créé un duvet de poils vraiment plus important. D'autre part, je perdais mes cheveux, j'ai perdu mes règles et je ne les ai pas eues pendant 2 ans. Donc l'aménorrhée, c'est vraiment un signal d'alarme chez les jeunes filles parce que votre corps n'a plus assez de graisse pour faire fonctionner vos ovaires qui ne sont pas considérés comme un organe vital. Donc du coup, le corps, le peu de graisse qu'il a, il le donne à votre cœur, à vos intestins. D'ailleurs, j'étais vraiment constipée, mon transit était ralenti et ça ne m'aidait pas à manger plus puisque j'avais vraiment l'appétit coupé, il n'y a rien qui passait. Et j'avais cette peur en fait de ne pas avoir assez faim au prochain repas et par conséquent d'inquiéter mes parents parce que je mangeais pas. Quand ma maman s'est aperçue que je m'insistais de trop, elle a commencé par prendre rendez-vous chez un pédiatre. Le jour où j'y suis allée, du coup, elle m'avait prévenue. Donc j'avais triché, j'avais bu énormément d'eau pour au cas où il me pesait. Et il m'a auscultée et fait faire des analyses sanguines. Suite à ça, j'ai fait la promesse de plus vouloir maigrir. Mais mon poids continuait à chuter.
Donc il a décidé de m'hospitaliser. Du coup, mon hospitalisation, à moi, elle était préparée. J'ai eu le temps de préparer ma valise, de prévenir ma meilleure amie et de pouvoir partir un peu plus sereinement. Par rapport à toi, Lucille, qui a été un peu dans l'urgence. Du coup, Lulu, raconte-moi ton début d'hospitalisation et comment tu t'es sentie la première journée, la première nuit. Alors moi je suis rentrée à l'hôpital par les urgences, c'est-à-dire qu'un jour j'étais vraiment un zombie. Et en attendant l'infirmière, je continuais à marcher dehors, à prendre le soleil. Enfin, j'étais vraiment dans le déni, je réalisais pas dans l'état que j'étais. Lorsque j'ai été prise en charge par l'infirmière, elle a mesuré mon taux de glycémie, ma pression artérielle, elle m'a fait des prises de sang et elle m'a pesé et je faisais 35 kg 800 pour 1m63, ce qui me fait un IMC de 13 et c'est super bas. Vraiment, lorsque votre IMC est inférieur à 18 voire 17, ça devient vraiment alarmant et là il faut vite réagir. En attendant le pédiatre, l'infirmière m'a posé une perfusion de sucre et de sel pour commencer à me redonner un petit peu de force. Et franchement, se promener avec une perche comme ça dans les couloirs, c'était d'une part handicapant, mais ça fait vraiment bizarre. Enfin, il y a vraiment cette image du malade. Lorsque mon père est arrivé le soir, j'étais vraiment mais dans un état pitoyable. J'étais au plus maigre. J'avais mes perfusions, j'avais un électrocardiogramme, donc j'avais vraiment l'air malade. Et il s'est mis à pleurer devant moi quand il m'a vu comme ça. Et là, je me suis dit, wow, en fait, je suis non seulement en train de me détruire, mais je détruis mes parents, je détruis la famille. Et là, je me dis, ok, c'est super grave là. Vraiment, le déni, il a duré pendant plus de 6 mois. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour en arriver là? Et là, c'est la claque. Du coup, moi personnellement, quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont mis dans une chambre. Donc je me suis retrouvée seule pour la première fois dans un hôpital. C'était assez effrayant au début parce que je savais pas ce qui allait m'arriver, je savais pas pour combien de temps j'étais là, je savais pas non plus si j'avais le droit au téléphone, si j'avais le droit de sortir ou pas. Donc les aides-soignants répondaient à mes questions dès que j'en avais. Et la plupart du personnel de santé était très à l'écoute et très gentil avec moi. Au réveil, le matin, les soignants ils venaient nous réveiller, si on n'était pas déjà réveillés, et ils venaient nous peser. Je ne vidais pas ma vessie du tout, et avant qu'ils arrivent, je buvais 1 ou 2 verres d'eau. Ça me permettait de gagner quelques grammes sur la balance, et ça me rassurait. Et du coup, toi, pour les peser, tu trichais aussi un petit peu ou pas du tout? Oui, j'ai beaucoup triché aussi par rapport à mon poids en utilisant les mêmes techniques que Charlotte. Et déjà à la maison, j'avais vraiment un rapport malsain avec la balance, c'est-à-dire que je me pesais tous les jours et pour me donner l'illusion que je n'étais pas en danger, j'espérais juste perdre 100 ou 200 grammes, mais pas plus. Et pour autant, dès que je reprenais 100 ou 200 grammes, j'étais pas contente, donc c'était très malsain. Et à l'hôpital, il y avait un contrat de poids, c'est-à-dire que tant que je n'aurais pas atteint les 37 kilos, je n'aurais pas le droit de sortir de l'hôpital. Du coup, il y avait une certaine pression et ça m'a sûrement bloqué un peu pour reprendre du poids plutôt que motiver. Donc ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes, d'avoir des objectifs de poids. J'avais pas pris assez de poids la première semaine. Donc on me menaçait de m'emmener dans un centre pour anorexique, que je resterais pas en pédiatrie, que si je mangeais pas vraiment, je pourrais plus voir ma famille ni rien parce que dans les centres c'est beaucoup plus strict, je bougerais pas de mon lit. Enfin, ils essayaient vraiment de me faire peur et c'était très désagréable. Il y avait une pression sur mes épaules. Si je grossissais pas, si mon corps réagissait pas à la nourriture comme il le désirait, et il y aurait des conséquences et ça me faisait un peu peur. Moi, j'avais plus le droit de rentrer dans ma chambre pendant 2 heures après le repas du midi. Et je devais aller en salle commune faire des activités parce qu'ils soupçonnaient que je vomissais après mon repas. Alors qu'en vrai, j'allais juste me laver les dents. De pas avoir la confiance des soignants qui étaient autour de moi alors que je leur avais dit que je vomissais pas. Qu'il y a des signes vraiment que quand une personne vomit, on peut regarder ses doigts parce que pour se faire vomir, souvent on utilise des techniques un peu barbares. Et même nos dents, elles peuvent être un peu salies par le fait de vomir. Et moi, j'avais aucun de ces soucis-là. Donc vraiment, ça me gênait qu'ils pensent ça alors que je le faisais pas. Parce que c'est assez handicapant en fait quand tu essayes d'évoluer et qu'on te dit non, tu mens. C'est frustrant un peu. Toi, tu réagissais comment? C'est vrai que le manque de confiance par rapport au vomissement, c'était vraiment frustrant pour moi aussi. Et ça renforçait l'idée que j'avais pas l'impression qu'on était là pour m'aider. Du coup, j'ai vraiment perdu du temps à l'hôpital puisque j'étais pas
motivée, ça marchait pas parce que je l'avais pas accepté. À partir du moment où j'ai accepté vraiment au plus profond de moi-même que je voulais m'en sortir, qu'il fallait que je reprenne du poids, et bah là c'est allé tout de suite mieux. Donc Du coup, l'un des sujets qui est forcément à aborder, ça reste la cause de notre anorexie. Toi, est-ce que tu veux développer du coup? oui, donc l'enjeu c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui avait pu déclencher notre anorexie. Parce qu'une fois que tu as compris la cause, c'est vraiment plus facile d'avancer et de se construire par rapport à ce que tu as vécu. Donc pour réfléchir, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment de se poser calmement et d'écrire. De poser sur papier ce que je ressentais et d'avoir du recul par rapport à mes pensées. Alors voilà comment moi j'interprète mon anorexie. Je pense que ça a commencé en 5e lorsque j'ai été réglée. Donc j'étais contente d'avoir mes règles puisque c'était signe de bonne santé. Mais d'un autre côté, ça marquait le passage à la puberté et donc à mon corps qui commençait à se transformer en femme. Et ça me plaisait pas puisque j'avais l'impression qu'on mettait un stop à mon enfance qui était synonyme de vraiment de joie, de vitalité. Et du coup, je pense que inconsciemment, le fait de maigrir, ça me rapprochait vers un poids de petite fille. Et du coup, c'est comme si on remontait le temps, que mes parents n'allaient pas vieillir. Et ça m'apportait une sécurité de savoir que j'allais rester une petite fille protégée par mes parents, quoi. Donc voilà, je pense que c'était une peur de grandir un peu. En parallèle, au collège, j'étais vraiment remarquée pour mes capacités à courir vite. Donc ça m'encourageait à entretenir cette maigreur finalement. Donc voilà. T'as parlé de l'enfance. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est une cause qu'on avait en commun. Moi aussi, je voulais rester petite. Je me sentais mieux protégée quand j'étais petite. Et l'entrée au collège, pour moi, c'était un peu sauvage. Du coup, pour me protéger aussi, comme tu l'as dit, de rappeler une taille ou d'un poids qu'on faisait quand on était enfant, moi, je sais que ça me réconfortait énormément. Et je me disais, peut-être je suis inatteignable des autres. Si je suis une petite chose fragile, peut-être qu'ils vont faire attention. Et puis de toute façon, moi, ma maman, elle fera attention. Pour les causes, je me suis un peu voilé la face quand j'étais à l'hôpital parce que quand les psychologues me demandaient ou les médecins me demandaient ce qui avait pu me marquer ces derniers mois, c'était la mort de mon grand-père. Donc ça m'avait fait un choc. Donc ils n'ont pas cherché plus loin, pour eux c'était ça. Mais il y avait une cause avant que je soupçonnais pas. Donc ce traumatisme que j'ai vécu au collège a impacté complètement mon comportement après. Et en fait, je me suis fait agresser sexuellement et violer par un garçon qui était de mon collège. Et ça a vraiment fait l'effet d'une bombe en moi parce que ça m'a détruit complètement, que ce soit mentalement, physiquement du coup, parce que mon cerveau réagissait plus du tout, parce que j'étais trop choquée. Et puis en plus, il y avait une emprise mentale qui était vraiment très très forte, parce que ces pensées, elles étaient trop douloureuses à supporter. Donc je faisais énormément de sport pour m'épuiser et en fait m'endormir suite à l'épuisement corporel, mental, dû au sport que je faisais. Donc c'était un tout. En fait, je suis devenue anorexique pour ne pas avoir à réfléchir à ce qui se passait dans ma vie. Et donc le sport, c'était vraiment l'un des meilleurs moyens pour m'épuiser, pouvoir dormir correctement. Ce qui me rassurait beaucoup quand je maigrissais, c'était que j'avais l'impression que vraiment il y avait moins de surface et moins de parties de mon corps qui étaient à toucher lors des agressions. Et donc c'était un peu bénéfique pour moi parce que je ressentais moins. J'arrivais mieux à m'extraire de mon corps, j'arrivais mieux à partir, à ne pas oublier ce qui se passait, mais à essayer d'être avec le plus de distance sur la situation. Parce que sinon, vraiment, je pense que ça m'aurait tuée. L'anorexie, c'était l'une des seules portes de sortie que je pouvais utiliser. L'hospitalisation, elle m'a sauvée sur plusieurs points. C'est que ce garçon venait chez moi. Et du coup, moi, une fois à l'hôpital, j'étais un peu dans une tour inaccessible. Et personne ne pouvait me faire du mal. Donc, quand j'ai été hospitalisée, j'ai aussi ressenti du soulagement. Parce que je savais que j'étais intouchable. En tout cas, de cette personne qui me faisait beaucoup de mal. Et c'était très, très rassurant. C'est aussi pour ça, je pense que j'ai réussi à reprendre du poids aussi vite. J'avais quand même cette force de
de m'avoir dit à moi-même, ben là t'étais en sécurité, tu peux y arriver même toute seule chez toi. Voilà, donc vous, lorsque vous allez réfléchir aux causes qui ont pu déclencher votre anorexie, réfléchissez à un événement qui aurait pu vous marquer comme Charlotte, mais aussi tout simplement à vos besoins. Voilà, souvent c'est multifactoriel les causes de l'anorexie, d'où l'importance de vraiment vous poser, creuser au fond de vous, parce que plus clair vous serez dans votre analyse de vous-même, plus facile ce sera pour les psychiatres, les pédiatres de vous aider. Et ça, c'est un point non négligeable, c'est que lorsque vous acceptez qu'on vous aide, ça va aller beaucoup mieux, hein, Charlotte? C'est ça, il faut pas hésiter à demander de l'aide dès qu'on voit qu'on a un problème. C'est ok de demander de l'aide, ça montre qu'on peut évoluer, qu'on n'a pas peur d'évoluer, qu'on est prêt à changer, que s'il y a quelque chose qui nous plaît pas en nous, et ben on peut travailler dessus. C'est vraiment pas quelque chose de négatif, c'est vraiment le pas le plus compliqué, mais à la fois celui qui nous fait le plus grandir et avancer. Donc il faut pas hésiter. La phase de reconstruction peut commencer. Je vais illustrer avec des Lego la phase de reconstruction. Donc là, ça va être la première brique de l'alimentation, on va dire. Reprendre goût à l'alimentation, reprendre plaisir. La technique qu'une pédiatre m'avait conseillée, c'est que à la fin du repas, tu te refais une petite tartine. Et vraiment, je pense que ce qui m'a aidée, c'est de me concentrer sur chaque jour et pas de voir le long terme, parce qu'on m'a dit que j'allais devoir reprendre 10 kilos. Du coup, je disais là, oula, c'est beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai repris 20 kilos. J'aurais jamais pensé reprendre 20 kilos avant. Donc vraiment, quand tu te concentres au jour le jour, tu peux mettre ton énergie sur chaque repas et te dire ok, bah ce repas il me reconstruit et ça va aller mieux et demain ce sera encore mieux. Du coup vraiment c'est un processus long qu'il faut traiter un peu au jour le jour, je trouve. Et en fait après t'es dans une bonne dynamique, donc tu retrouves ta joie de vivre et tu reprends beaucoup plus plaisir à manger et c'est très agréable de s'observer changer d'attitude par rapport à la nourriture. Le poids maximal que j'ai fait, c'était 50 kilos. Et en fait, j'ai atteint ce poids parce que j'avais peur. J'avais peur de retourner à l'hôpital, j'avais peur de jamais être assez grosse, de pas convenir à ce que les médecins, mes parents voulaient. Et donc j'avais beaucoup mangé, j'avais même fait de la boulimie à cette période-là. Et en fait, à un moment, je me suis dit stop, je me suis vraiment écoutée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, 50 kilos, c'est pas un poids qui me correspond. Ça peut correspondre à la moitié de la population sur Terre, mais moi, ça me correspond pas. Donc, je décide que manger autant, ça m'ira pas. Et à partir de là, je suis descendue à un poids de 47 kg, 46 kg. Et ça me correspond totalement. D'ailleurs, mon poids, il stagne à ça. Donc, c'est pour ça que je vois bien que ça me correspond. Parce que mon poids ne fait pas yo-yo. On voulait faire un topo à part par rapport aux crises d'hyperphagie et de boulimie. Quand tu as été obsédée par l'hyper-contrôle, là tu contrôles plus rien du tout, tu contrôles plus les quantités que tu manges, c'est hyper frustrant. Toutes les deux, on a vu la boulimie comme quelque chose d'anormal, quelque chose qui nous arrivait, on était plus consciente, on savait qu'il y avait un autre problème qui s'ajoutait à notre anorexie. Mais en fait, c'était normal, c'est dans le processus de guérison pour remettre notre corps à jour, de refaire le poids initial qu'on faisait avant, ou même un peu plus, parce qu'il peut se passer un long moment entre notre perte de poids et celle où on revient à notre poids initial. Donc c'est vraiment important de pouvoir un peu dédiaboliser la boulimie à ce moment-là. Plaisir et lâcher prise. Mais c'est tellement ok de prendre un muffin ou genre une pizza. Et moi, ce qui m'a beaucoup bloquée, c'est que j'étais toujours dans l'hyper-contrôle, je voulais manger vraiment super clean. Et c'est-à-dire que je me remplissais le ventre de légumes pour ne pas manger de muffins ou quoi que ce soit. Sauf que je n'étais pas satisfaite et après je finissais par manger genre ce muffin. Et après je me sentais ballonnée, vraiment lourde et tout. Et alors vraiment ce qui m'a aidée, c'est d'accepter de manger le muffin. Ok, tu manges moins de légumes mais tu vas kiffer ton muffin après. Voilà, donc là c'était la première brique. Ensuite, j'avais envie de trouver les outils pour être moins vulnérable et me sentir plus forte et en mesure d'affronter les nouvelles épreuves de la vie. Donc quand je suis rentrée en seconde, je me suis tournée vers le développement personnel. C'est-à-dire que j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts
et ça m'a vraiment enrichi, ça m'a ouvert d'autres perspectives de vie et ça m'a posé des bases très positives de raisonnement et de motivation au quotidien, et ça vraiment je le recommande. Ces phases d'instruction, c'était vraiment bénéfique. Donc voilà, deuxième brique, là on sent que ça devient solide. Ensuite il y a le rapport au sport, et ça c'est Charlotte qui va vous en parler. Troisième brique. Je vois plus ça comme un but pour perdre du poids. Je fais du sport vraiment pour me défouler, Pour me challenger, pour me changer les idées. pour me reconnecter à mon corps que j'ai ignoré et que j'ai maltraité. Vraiment ressentir ces sensations musculaires, ton cœur qui bat vite et ton envie de kiffer des aventures avec tes proches. En règle générale, je trouve que le sport c'est un peu une philosophie de vie, ça fait du bien. On continue la phase de reconstruction avec une quatrième brique, et celle-là va représenter l'influence des réseaux sociaux ou même toute source d'inspiration, et aussi l'amour de soi. Moi je sais que grâce aux réseaux sociaux, j'ai commencé le yoga et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. J'ai suivi des filles qui avaient une philosophie de vie beaucoup plus douce que la mienne, et ça m'a vachement aidé à me recentrer sur moi. Des comptes de développement personnel, des comptes sur l'environnement, des comptes sur les femmes, le droit des femmes, etc. Et je trouvais ça vraiment hyper enrichissant. Pour moi, c'était aussi de la culture G en fait, les réseaux. C'était pas juste se comparer, juger. Les réseaux sociaux ont été une vraie source d'inspiration pour espérer tendre vers un corps tonique, musclé et en bonne santé. Donc j'ai beaucoup suivi d'athlètes pour vraiment me calquer sur leur mode de vie. Sauf qu'à force de les suivre, je passais tellement de temps à chercher la meilleure inspiration que je me suis éloignée de moi-même. C'est-à-dire que je ne savais plus ce qui était bon pour moi, donc j'essayais plein de régimes différents, un peu puisque c'était aussi une phase où on se cherche un peu à la puberté. Et du coup, j'ai vraiment perdu du temps, puisque c'est très facile d'être noyé dans un flot d'informations et de vraiment perdre pied. Donc pour la phase de reconstruction, je pense que l'idéal, c'est vraiment de respecter des règles basiques pour l'alimentation, c'est-à-dire des repas pris régulièrement. Vous piochez dans chaque catégorie d'aliments, c'est pas plus compliqué que ça, vous mangez naturel, vous kiffez faire des belles assiettes et ça allait beaucoup mieux, quoi. Vraiment, faut pas chercher compliqué. Voilà, donc on vous a donné les outils qui nous ont aidés à nous reconstruire. Et on espère vraiment que cette vidéo va vous permettre d'y voir plus clair sur votre propre situation ou celle de vos proches. Même si ce sera pas la même histoire, ce sera pas similaire, il peut y avoir des choses similaires, il peut y avoir juste une aide ou un soutien qui soit juste essentiel, parce que pour les familles c'est quelque chose de très difficile aussi à digérer, de voir son enfant malade, de voir sa femme ou sa sœur malade, c'est vraiment super dur. Je parle des femmes parce que ça touche beaucoup les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés. Il faut vraiment pas laisser les gens seuls dans leur mal-être. Vraiment en parler, ça nous a fait vraiment du bien. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon courage à vous, c'est long mais ça en vaut vraiment la peine et vous allez y arriver, courage.